Thomas Guénolé, bonjour. Bonjour. Bienvenue sur Livre Noir. Alors merci d'avoir accepté notre invitation et puis merci à tous ceux qui nous écoutent de nous suivre pour cette deuxième saison, pour ce deuxième épisode. Donc voilà, on retrouve Thomas Guénolé à qui je vais soumettre, comme c'est l'habitude ici, une citation et même deux citations pour vous. La première, Emmanuel Todd, qui vous est plus proche. Mon maître Jedi. Ouais. Exactement. Ce n'est pas la mondialisation qui dissout les nations, mais l'autodissolution des nations qui produit la mondialisation. Alors, dans une perspective d'étude de ce que les gouvernements ont fait, c'est vrai. C'est-à-dire que vous avez un certain nombre de gouvernements qui, principalement à partir des années 80, pendant les années 80 et pendant les années 90, ont fait d'énormes efforts de mise en place de cadres internationaux permettant le système que j'appelle la mondialisation malheureuse. Ça n'est pas tombé de nulle part, il a fallu vraiment il a fallu en réalité mettre en place des mécanismes extrêmement poussés, extrêmement élaborés, extrêmement complexes. Ça n'est pas tombé du ciel. Pour vous donner deux exemples, il a fallu par exemple certains aspects de la construction européenne pour rendre cela possible. Et si on lit les traités européens actuels et des 20 dernières années, 30 dernières années, ils sont quasiment illisibles, tellement ils sont techniquement complexes. Et puis, vous pouvez regarder aussi les accords du GATT, nouvelle version, qui ont donné la naissance à l'Organisation mondiale du commerce, où on est sur des niveaux pointus et des niveaux comment dire, on est sur toute une technocratie, en fait, au sens strict. On est sur toute une technocratie pour arriver à mettre en place quelque chose qui ne va pas de soi, c'est-à-dire abaisser au maximum les barrières douanières et les barrières réglementaires de toutes sortes pour pouvoir permettre la circulation illimitée des capitaux, des marchandises et de la force de travail. Alors, ça veut dire donc que la mondialisation, si on devait la définir d'une seule phrase, c'est un marché mondial sans règles de droit mondial. Et donc, ça produit des conséquences, en fait, qu'un enfant peut comprendre quand on l'explique comme ça. C'est-à-dire que s'il y a un marché mondial sans règles de droit mondial, ça veut dire que vous encouragez tout le monde à tenter de faire de la concurrence déloyale en étant celui qui a le droit du travail le plus esclavagiste, celui qui a le droit environnemental le plus pourri, celui qui a le droit fiscal le plus passoire, etc., etc. Donc, il n'y a pas besoin de sortir de Sciences Po, sans mauvais jeu de mots, puisque je sors de Sciences Po. Il n'y a pas besoin de sortir de Sciences Po pour comprendre que la mondialisation telle qu'elle fonctionne, avec cette absence de règles de droit mondial, tout en étant un marché mondial, provoque mécaniquement les conséquences absolument dégueulasses de toutes ces concurrences déloyales. Quand vous mettez tout ça bout à bout, il se trouve que ça fait des morts. Et c'est l'objet donc de mon livre noir de la mondialisation. Alors Thomas Guénolé, je le rappelle, vous êtes politologue, vous êtes écrivain, et donc vous avez écrit ce livre noir. Le livre noir reçoit l'auteur d'un livre noir de la mondialisation. Quelles sont vos sources pour cet ouvrage ? Si je vous donne mes sources en termes de méthode, disons plutôt. Oui, si je vous donne mes sources une par une, en fait, je crois qu'on a 1 heure ou 1h30 d'entretien. En fait, la totalité consistera à vous donner mes sources, puisqu'il y en a plusieurs centaines. Si je vous fais plus de la méthodologie, en réalité, je me suis appuyé sur quoi ? Je me suis appuyé sur des bases de données faisant autorité dans leur domaine pour pouvoir aller chercher les chiffres, pour pouvoir être vraiment à jour et être complet. Par exemple, il y a une base de données qui est très connue chez les humanitaires et chez les organisations internationales qui s'occupent des conflits, de maintien de la paix, etc. Ça s'appelle l'ACLED. ACLED. Pour votre public, si ça les intéresse d'aller voir ça, c'est vraiment une base de données qui recense toutes les sorties de documents, de presse, de rapports, etc., qui vous disent qu'il y a eu tant de morts à tel endroit dans tel conflit, tel jour. Et vous avez ça pour tous les conflits, et ça remonte assez loin dans le temps, enfin, dans une période contemporaine. Et donc, pour vous donner une idée, dans mes recherches, quand il y a certaines guerres de pillage des ressources dans le cadre de la mondialisation malheureuse en Afrique subsaharienne, certains conflits, c'est tellement tout le monde s'en fout que quand j'ai cherché le nombre de morts, je ne le trouvais pas. Et il a fallu que j'aille chercher dans la base de données de la CLED, que je fasse un extract par rapport à la base de données sur telle période, telle zone, etc. Et qu'ensuite, je fasse mouliner le tableau Excel pour arriver à d'accord, il y a tant de morts dans la crise du delta du Niger, qui est un truc dont vous avez probablement jamais entendu parler. Vous voyez ? Et qui est pourtant un conflit de pillage du pétrole. Bon. Vous avez d'autres cas, vous avez des cas en Centrafrique, enfin bon, tout ça est dans le bouquin, mais ceci pour dire que, première source, les grosses bases de données
faisant autorité dans leur domaine. Il y a une base de données en particulier qui est une base de données sur les morts classées par catégorie de décès sur la planète sur les 30 dernières années. Et quand vous regardez ça, vous pouvez par exemple savoir très précisément combien il y a eu de morts de faim dans le monde. Alors qu'on est dans une situation où il y a largement assez de nourriture depuis des années pour nourrir toute l'humanité. Donc beaucoup de gens, y compris des gens qui nous regardent là en ce moment, pensent de bonne foi que s'il y a des gens qui meurent de faim dans le monde aujourd'hui, c'est parce qu'on est trop nombreux. Beaucoup de gens croient ça. Pourtant, on est quoi, à 7 milliards aujourd'hui de mémoire ? Et on a assez à bouffer pour, de mémoire, 9 à 10 milliards. Donc, chaque personne qui meurt de faim, ce n'est pas un problème d'être trop nombreux, c'est un problème de répartition de la nourriture largement disponible. Et pour vous, donc, c'est la mondialisation qui est responsable de cela. Oui, c'est ça. Alors juste, pour terminer sur votre question sur la méthode utilisée, j'ai aussi utilisé des enquêtes d'ONG spécialisées et des enquêtes et des rapports d'organisations étant des organisations internationales et en particulier des branches de l'ONU. Je vous prends un exemple. Il y a une étude médicale de référence qui était sortie dans The Lancet il y a quelques années, qui évaluait le nombre total de morts de la guerre de pillage des ressources de l'Irak par les États-Unis. Et cette guerre-là, donc, elle a fait plusieurs centaines de milliers de morts. La plupart des gens, encore aujourd'hui, étonnamment, ne sont pas au courant de ça. Et donc ça, j'en ai parlé, effectivement, et donc je suis allé chercher ces données-là. J'ajoute qu'il y a un autre étage de traitement des données que j'ai fait, c'est que dans certains cas, en fait, il a fallu que je fasse des calculs pour compléter des données ou pour faire des extrapolations de données. Je ne veux pas être trop technique, donc je ne rentre pas trop dans les détails, mais tout ça est dans la note méthodo. Je précise que dans la façon de construire l'ouvrage, délibérément, le livre lui-même, j'espère que vous le confirmerez, est clair et facile à lire. Oui, très structuré. C'est la note méthodologique à la fin qui, elle, est plus ardue, plus technique. Et en fait, celle-là, elle est destinée c'est la note méthodo qui, elle, est destinée à des chercheurs, à des spécialistes, à des étudiants, à des doctorants. Et donc, si vous êtes, un profane qui a envie de s'intéresser à ces thèmes-là, je vous conseille de lire le bouquin et de ne pas lire la note méthodo. Si vous êtes étudiant, doctorant ou chercheur, allez-y, la note méthodo, vous allez vous régaler. Alors, si vous aimez les stats. Alors, pour décrire cette mondialisation, vous avez 5 caractéristiques. Oui. Est-ce que vous pouvez les rappeler rapidement ? Alors, la mondialisation, c'est un système commercial planétaire intégré. Si tous les critères sont importants dans ce premier élément. Ça veut dire donc que tant que vous n'êtes pas dans un système de commerce international planétaire, vous n'êtes pas encore dans la mondialisation, vous êtes dans autre chose. Donc quand on vous dit qu'il y a eu une première mondialisation à l'époque de l'Empire romain, j'entends ça souvent, c'est un contresens, parce que si c'est pas mondial, c'est pas de la mondialisation, terminé. Donc c'est une méditerranéisation à la rigueur. Oui, le mot mondialisation, d'ailleurs, aurait été employé en France pour la première fois par Pierre de Coubertin en 1904. Donc le mot lui-même est assez récent. C'est vrai. Après, il y a une différence entre ce qu'on entend en français. On emploie le même mot pour désigner deux réalités différentes. C'est-à-dire, d'une part, la mondialisation en tant que système économique planétaire et la mondialisation en tant que grand métissage culturel. Bon. Et donc, souvent, quand vous avez une analyse critique de la mondialisation, vous parlez du système économique avec toutes ces tares et on vous objecte que le métissage planétaire et culturel, c'est bien. Sauf que, alors on a le droit de le penser, moi-même je le pense. On peut aussi ne pas être d'accord avec ça. Bon, mais est-ce que les deux ne sont pas intrinsèquement liés, justement ? Non, vous pouvez très bien avoir un métissage culturel planétaire tout en ayant des systèmes économiques où le protectionnisme est dominant. Il n'y a pas de... rien n'empêche cela. Je vous prends un exemple concret qui le prouve. En France, on a un métissage culturel extrêmement fort en matière audiovisuelle. C'est-à-dire qu'on regarde tous des films, des séries télé, des docu-fictions, des documentaires qui viennent d'un peu partout sur Terre. Néanmoins, en même temps, le système cinématographique français est un système protectionniste, dans lequel il y a des quotas obligatoires de production française, il y a des subventions publiques pour que le cinéma français existe, il y a des subventions à l'exportation du cinéma français, etc., etc. Et donc là, vous avez un cas où vous avez le métissage culturel qui existe, mais le protectionnisme est quand même possible. Et donc, considérer que ce serait forcément, ce que vous venez d'évoquer, l'hypothèse selon laquelle il faut obligatoirement être à la fois contre le métissage culturel et contre
la mondialisation malheureuse en tant que capitalisme sauvage mondialisé. Non, en fait, on peut très bien avoir un métissage culturel avec un système quand même économique qui soit protectionniste. Ce sont deux sujets distincts. Après, je voudrais revenir aux 5 critères. Donc vous avez ça, c'est un système commercial planétaire, intégré. Deuxième critère, il est dominé par une superpuissance qui en fixe les règles. C'est-à-dire que c'est un système dans lequel il y a une puissance hégémonique. Par exemple, la première mondialisation, c'est une mondialisation qu'on peut qualifier d'hispano-portugaise. C'est au moment de la découverte et la conquête des Amériques. Ça commence déjà assez rapidement par des dynamiques d'exploitation, d'asservissement. Vous avez plusieurs millions de morts des esclaves incas et des esclaves importés d'Afrique dans les mines d'argent de Potosi. Donc, ce n'est pas quelque chose de bienveillant. La mondialisation, ce n'est pas quelque chose de bienveillant. Ce n'est pas quelque chose qui se passe bien. Ce n'est pas quelque chose qui se passe paisiblement. Ça n'est pas vrai, c'est une fiction. Donc vous avez cette première mondialisation. Vous avez donc une superpuissance. Les théories économiques ou la théorie économique dominante dans une mondialisation, elle coïncide avec les intérêts de la superpuissance dominante. Je vous prends un exemple simple. Au moment où la première mondialisation, c'est la mondialisation hispano-portugaise, ce qui assure une domination colossale pour l'Empire espagnol, c'est qu'ils sont en train de siphonner tout ce qu'il y a comme or et argent dans les territoires d'Amérique. Et donc, il est dans leur intérêt que les théories économiques dominantes vous expliquent que le cœur de la richesse, c'est d'accumuler de l'or et de l'argent. Ils ont une rente aurifère et une rente d'argent, littéralement d'argent, le métal, dans les Amériques. Donc, c'est leur intérêt que ça fonctionne comme ça. Et donc, c'est à ce moment-là que vous avez les théories de type mercantiliste et de type accumulation d'or comme but en soi des systèmes économiques. On peut aussi considérer et remarquer que quand la mondialisation est surtout anglaise, et là on parle de l'époque des deuxièmes empires coloniaux, j'emploie un pluriel parce qu'il y en a plusieurs, c'est dans l'intérêt de la puissance dominante, à l'époque l'Angleterre, donc l'Angleterre puis le Royaume-Uni, puisqu'ils changent de nom en cours de route. À cette époque, il est dans l'intérêt de la puissance hégémonique que la théorie dominante soit celle du libre-échange, parce que quand vous avez une puissance qui écrase toutes les autres et qui a de très loin la première marine marchande au monde, mais de très très loin à l'époque, et qu'elle a un empire colonial qui est de loin le plus fort et le plus étendu du monde, dans ce cas-là, c'est dans son intérêt qu'on soit dans un système de libre-échange, puisque cette puissance-là est démesurément supérieure, et donc c'est le libre commerce entre le renard et le poulailler. Vous voyez ? Et donc, la théorie du libre-échange, elle coïncide avec la toute-puissance mondiale de l'Angleterre colonisatrice. Et les États-Unis derrière, pour la troisième mondialisation, qui commence en gros à la chute de l'Union soviétique, puisqu'on a eu une demi-mondialisation planétaire qui est à l'époque de la guerre froide, la mondialisation américaine, elle aussi, c'est avec du libre-échange, avec des théories renouvelées, mais qui gardent l'idée que ce serait une bonne idée économiquement de faire péter les barrières douanières, de privatiser un maximum d'activités économiques, de déréglementer, etc., etc. Donc là, on est sur ce critère-là. Ensuite, c'est un système d'exploitation des populations et c'est un système de pillage des ressources. Pillage des ressources, je citais tout à l'heure les mines du Potosi. Asservissement des populations, pour prendre un exemple contemporain, ce sont les camps de travail. Les usines camps de travail qui existent en Chine, c'est quelque chose qui est largement documenté. On peut citer par exemple la multinationale informatique Foxconn, qui est le principal fournisseur des grandes multinationales informatiques dans le monde, donc pour l'industrie du smartphone en particulier. On parle de camps de travail, c'est pas moi qui le dis, c'est une étude interuniversitaire chinoise. Et enfin, il me manque le dernier. C'était lequel déjà ? C'est le nombre de morts élevé. Oui, bien sûr. Oui, c'est le sujet principal du bouquin. Je rappelle d'ailleurs que les 400 millions de morts que vous évoquez dans ce livre concernent seulement la période 92-2020. C'est ça. Oui, tout à fait. Et moi-même, j'ai eu du mal à accepter les résultats que j'ai obtenus. Je voudrais le dire aux gens qui nous regardent. Je ne m'attendais pas à un résultat aussi élevé. Et en particulier, il y a un certain nombre de résultats qui m'ont... j'ai mis plusieurs jours à m'en remettre, quoi. En particulier, le chapitre sur les morts de maladies pourtant soignables. C'est-à-dire que quand vous avez des morts d'une maladie qu'on ne peut pas soigner,
Bon, si vous voulez, c'est le fatum, quoi. Bon, voilà. Vous avez quelque chose qu'on ne peut pas traiter, ça vous tombe dessus, vous êtes mort. Voilà. On n'y peut rien. Et ce serait absurde de dire que la mondialisation, c'est-à-dire le capitalisme mondial contemporain, en tant que système économique planétaire, serait responsable de ça. Ce serait absurde. En revanche, quand vous avez une maladie qui est soignable ou qui est curable, c'est-à-dire on ne peut pas la guérir, mais on peut vous faire vivre à peu près normalement malgré les symptômes, ce qui est le cas du sida aujourd'hui, ce qui n'était pas le cas il y a encore 20 ans. Dans ce cas-là, vous ne mourrez pas stricto sensu à cause de la maladie. Vous mourrez à cause du déni d'accès aux soins qui existent. Et donc, si on raisonne comme ça, si on a ça à l'esprit, alors le fait qu'il y ait à peu près 1 million je crois qu'il y a 1 million d'enfants en bas âge qui meurent de pneumonie chaque année dans le monde, alors que c'est une maladie soignable, par exemple. Si vous gardez cela à l'esprit, les morts de pneumonie ne devraient pas mourir, les morts de tuberculose ne devraient pas mourir, les morts de diarrhée ne devraient pas mourir. Dans les pays riches comme les nôtres, la diarrhée, c'est un sujet d'ailleurs, on a un sourire en coin, quoi. C'est un sujet de ridicule, quoi. Sauf que c'est une maladie qui fait plusieurs centaines de milliers de morts tous les ans. Dans les pays tellement pauvres, dont le système de santé est tellement atrophié que la diarrhée, vous allez en mourir. Et donc, c'est un cas absolument évident d'inégalité sanitaire planétaire tellement grave qu'il y a des morts de maladies dont ils ne devraient pas mourir. Vous voyez ? Un autre exemple qui est un cas extrême, c'est le sida, qui fait encore vraiment un nombre hallucinant de morts, mais dans des pays où les différents traitements qu'on a, nous, maintenant, dans les pays riches, n'existent pas. Et donc, il y a des pays comme la France où l'espérance de vie, avec une vie difficile, puisqu'il y a beaucoup de traitements à prendre, c'est lourdingue à faire, mais l'espérance de vie des gens qui ont le sida aujourd'hui en France ou aux États-Unis, enfin dans les pays riches, quoi, est presque la même que celle des gens qui n'ont pas le sida. La plupart des gens ne savent pas ça. Donc, pendant ce temps-là, c'est une maladie qui fait des morts par centaines de milliers tous les ans, et notamment en Afrique subsaharienne. Et c'est donc un problème d'inégalité de répartition des ressources de santé et non pas un problème de mort en soi de la maladie. Mais est-ce que c'est la mondialisation ? Alors, je vais revenir sur ce point de la santé, mais d'abord, est-ce que vous ne confondez pas la conséquence avec la cause, le symptôme avec le virus ? C'est-à-dire que est-ce que ce n'est pas plutôt l'idéologie qui est derrière la mondialisation qui est responsable de ces excès, plutôt que la mondialisation qui est un phénomène, j'allais dire, observable, mais pas forcément idéologique en soi. Il n'a pas une logique propre, la mondialisation. Ah bon ? Justement, c'est une vraie question. Est-ce que c'est pas l'idéologie ? La mondialisation n'a pas Attendez. C'est-à-dire que vous considérez que la mondialisation est en soi une idéologie. Par exemple, Michéa parle... Ce que je veux dire, Michéa va plutôt parler de cet empire du moindre mal, qui est ce monde libéral poussé à des excès par l'accumulation incessante de richesses, une espèce de rapacité mise en première valeur qui entraîne des conséquences comme justement la mondialisation et ces excès que vous décrivez. Mais c'est là où je suis parfois un peu surpris dans votre livre, c'est que j'ai l'impression que vous ne vous attaquez pas à ce qui la sous-tend. Ah si, attaquer. Mon but n'est pas de m'attaquer à ceci ou cela. J'étudie un phénomène, je le décris, j'essaie de le comprendre et j'essaie d'apporter des informations nouvelles. Parce que je me suis juré de ne jamais écrire des livres qui répètent ce qui a déjà été dit, parce que dans ce cas-là, ça ne sert à rien. Et donc, le livre que j'ai fait, le livre dans la mondialisation, apporte une information nouvelle, qui est que la mondialisation, en tant que système économique planétaire, elle a fait 400 millions de morts depuis 1991. C'est une information nouvelle. La mondialisation, telle que nous la connaissons, c'est l'application d'un projet politique. Comment dire ? Ce que je vous dis, ce sont des données publiques. C'est-à-dire que vous prenez les différents communiqués du G7, puis du G8, puis du G20. Il y a un passage d'ailleurs où j'explique ça, où ils disent, voilà, je paraphrase et je caricature un peu pour simplifier, mais en gros c'est ça, c'est le protectionnisme c'est mal, le libre-échange c'est bien, nous nous engageons à aller encore plus loin dans le libre-échange. Ça c'est un programme politique. Quand l'Organisation mondiale du commerce est mise en place, ça succède au système du GATT, et donc là on est dans les années 90. L'Organisation mondiale du commerce, c'est quoi ?
on prend le système commercial international qui ne fonctionnait que pour le bloc de l'Ouest pendant la guerre froide et on l'étend à toute la planète. C'est quoi le projet politique porté par l'Organisation mondiale du commerce? Vous avez ça dans ses statuts, vous pouvez le vérifier. C'est un projet politique assez clair, c'est baisser les barrières douanières au maximum, barrières tarifaires, c'est bien. Baisser les barrières réglementaires douanières, ce qui n'est pas exactement la même chose, c'est bien. Et notre boulot en tant qu'Organisation mondiale du commerce, c'est d'aller toujours plus loin dans cette direction-là parce que c'est bien. Ils ont le droit de le penser. Je ne suis pas d'accord avec eux puisque je suis protectionniste. Mais ils ont le droit de le penser et il se trouve que c'est une opinion politique, c'est un projet politique qui est dans un cadre de pensée économique qui est les théories du libre-échange. Et donc la mondialisation, c'est ni un truc tombé du ciel, ni un truc purement mécanique. Ce n'est pas juste de la tuyauterie, si vous voulez. C'est de la tuyauterie qui a été construite d'une certaine manière dans un certain nombre de buts. Et ces buts sont publics, transparents. Il n'y a même pas de... Vous savez, je trouve qu'il y a une certaine naïveté, une certaine immaturité dans les théories complotistes, parce qu'ils imaginent qu'il y a quelque chose qui serait caché. Il y a des gens au fond d'une cave, limite ils ont des cagoules, ils égorgent une chèvre, ils disent des trucs en latin à la gloire de Satan ou je sais pas quoi, et puis après ils égorgent un enfant. Enfin, c'est n'importe... Enfin bon, c'est pas très sérieux si vous voulez. Alors que, en vrai, le système économique mondial dans lequel nous sommes, c'est tellement public comme projet que ça fait l'objet de sommets réguliers pour faire le point sur où on en est. Ça s'appelle G7, G8, G20, le sommet annuel de Davos, etc. C'est des choses tout à fait claires. Et donc, oui, on est dans un cadre il s'agit bien d'un projet politique. Mais justement, il y a différents mots pour le décrire, ce projet politique. Est-ce que c'est pas, je vais employer le plus courant, le libéralisme qui est derrière? Alors, dans un précédent livre, là, je n'aborde pas ce sujet dans celui-là, mais dans mon précédent livre sur la mondialisation, qui s'appelle « La mondialisation malheureuse », d'ailleurs, l'expression est restée ensuite, depuis la sortie de ce livre il y a quelques années, dans « La mondialisation malheureuse », j'aborde cette question du libéralisme pour dire que je suis en désaccord avec tous ceux qui, quel que soit leur bord intellectuel ou politique, disent que la mondialisation actuelle serait un système libéral. Parce que si on prend au sérieux la philosophie libérale et l'idéologie politique libérale, en fait, la mondialisation, elle n'est pas libérale. Parce que si vous êtes dans une démarche libérale, si vous êtes d'accord avec des gens comme Adam Smith, vous ne mettez pas en place un système qui conduit dans tous les secteurs économiques où il est appliqué à une organisation économique oligopolistique, c'est-à-dire 4 ou 5 acteurs mastodontes qui se partagent le marché. C'est la conséquence à laquelle vous arrivez, secteur après secteur, dans les zones économiques où c'est appliqué. C'est un constat. Bon. Par ailleurs, si vous êtes vraiment d'accord avec les libéraux, vous êtes d'accord avec Léon Walras, qui est le papa de la théorie de la concurrence pure et parfaite, et qui vous dit, dans un livre moins connu, bizarrement, qui s'appelle « L'État et le chemin de fer », qui vous dit que OK, la concurrence pure et parfaite, c'est tel et tel critère. Alors, tous ceux qui ont fait première année d'éco sont au courant de ce que je vais dire. Il y a la condition de l'atomicité, il y a la condition de la transparence de l'information, etc. Et il dit c'est mieux pour les consommateurs. C'est de là que vient l'argument qui est utilisé explicitement, par exemple, par la Commission européenne, à chaque fois qu'ils font un train de dérégulation et de privatisation. Ils vous disent c'est dans l'intérêt du consommateur puisque la concurrence va apporter la meilleure qualité au moindre prix. C'est toujours ça qui est invoqué. Et ça, c'est l'argument de Léon Walras sur la théorie de la concurrence pure et parfaite. Sauf que le même M. Walras, dans l'État et le chemin de fer, et il prend l'exemple du chemin de fer, vous dit, dans tous les cas où, objectivement, l'activité économique est un monopole, et on ne peut pas faire autrement, eh bien, ce monopole doit être public. Et donc, ça doit être un truc d'État. Point. Et il vous dit ça, par exemple, pour le chemin de fer, en vous disant on ne peut pas faire passer, en résumé, on ne peut pas faire passer 2 trains en concurrence à la même heure sur le même trajet, sur les mêmes rails. On va construire une autoroute en parallèle. On ne va pas non plus mettre 2 rails pour pouvoir avoir 2 trains côte à côte et puis ils vont être en concurrence. Il est évident que dans le chemin de fer, la concurrence est impossible. Raison pour laquelle, d'ailleurs, on ne met pas en place des systèmes de concurrence. Ça n'est pas vrai. Ce qu'on fait, c'est qu'on donne des concessions à des acteurs privés qui vont être en monopole sur telle ou telle ligne. C'est comme ça que ça marche. Pareil pour les autoroutes. L'exploitation des autoroutes est un monopole, c'est évident. Eh bien, dans tous ces cas-là, et dans plein d'autres, selon le propre père libéral
de la théorie de la concurrence pure et parfaite, vous ne devez pas mettre ça en activité privée, et ça doit être un monopole, et ça doit être un monopole public. Bizarrement, cette pensée libérale est absente du référentiel des partisans de la mondialisation malheureuse. C'est quelque chose qui n'existe pas dans leur radar. Je peux vous prendre un autre exemple. Adam Smith, quand on lit La richesse des nations, parce que le problème, c'est que beaucoup de partisans de telle ou telle idée, quel que soit le bord, citent des auteurs qu'ils n'ont pas lus. Mais Adam Smith, par exemple, s'inquiète lui-même des dérives possibles de sa propre théorie. Alors, ça va même plus loin que ça. C'est-à-dire qu'il y a une blague que j'ai souvent faite à mes étudiants, qui est de leur mettre une citation où, en résumé, la personne qui écrit vous dit que les employeurs, je vous le dis avec les mots d'aujourd'hui, que les employeurs sont en permanence dans une ligue tacite pour ne pas augmenter les salaires. Et quand, en revanche, les ouvriers essayent, eux, de s'organiser en ligue pour augmenter les salaires, les employeurs exigent et obtiennent l'intervention de la force publique, des magistrats, de la police, pour leur casser la figure, et que c'est scandaleux. Et souvent, j'ai fait le coup de demander à mes étudiants, bon alors, je vous donne 3 noms d'auteurs et dites-moi lequel a dit ça. Et je leur ai dit en gros Adam Smith, Karl Marx et Jean Jaurès. La plupart répondent Karl Marx, et en fait, c'est Adam Smith qui a dit ça dans La richesse des nations. C'est-à-dire que Adam Smith lui-même considère que le rôle de la puissance publique est de faire tout ce que le marché va mal faire. Et si on en croit Adam Smith lui-même, en fait, c'est toutes les infrastructures et c'est tous les services d'utilité sociale. L'éducation doit être 100% publique, la réduction de la pauvreté doit être 100% publique. Tout ça est dans La richesse des nations, que la plupart des gens citent sans l'avoir lu. Donc, si j'ai aussi un message à notre public, c'est important de lire les livres qu'on cite. Oh oui, je valide totalement ce message. Donc, vous commencez votre livre justement par un petit tableau historique, vous nous en avez déjà parlé. Pourquoi vous n'avez pas considéré le moment français de domination culturelle au XVIIIe siècle et également, dans une grande part économique, comme une étape, justement, une démondialisation du passé? C'est un choix ou ce qui ne vous a pas semblé suffisamment pertinent? C'est que j'ai considéré qu'il y a eu 3 mondialisations, historiquement, en appliquant les critères dont on parlait tout à l'heure. La première mondialisation, c'est le premier système commercial planétaire intégré dans l'histoire. C'est quand, essentiellement, l'Espagne et le Portugal mettent en place 2 systèmes planétaires commerciaux intégrés. Il y a celui de l'Espagne où, en gros, ils sont allés... En fait, l'Espagne a cherché la route des Indes par l'ouest. Elle est tombée sur le continent américain. Vous connaissez la suite. Et puis, à terme, ce qu'on ne sait pas, c'est qu'ensuite, elle a continué ses démarches d'exploration pour arriver à rejoindre ensuite les Philippines et derrière, arriver à boucler sa route des Indes et sa route en réalité de la Chine. Et donc, vous avez un système planétaire intégré de cette façon-là. Pendant ce temps-là, le Portugal, lui, a choisi, qui était le grand rival de l'Espagne à l'époque, le Portugal a choisi une autre route qui était, on va passer par l'Afrique, et puis on va essayer... Avec des comptoirs tout le long des côtes africaines. Voilà, et on obtient, eux aussi, donc Macao, etc. Le Portugal atteint, lui aussi, un empire planétaire commercial intégré. Donc ça, c'est la première mondialisation. La deuxième mondialisation, c'est quand vous avez une nouvelle génération... Alors que les empires espagnols et portugais entrent dans une phase de déclin selon les critères habituels, d'ailleurs, de l'apogée puis du déclin des empires, ça se termine toujours de la même manière. L'empire sous-traite ses activités industrielles, ses activités de production, voilà, à d'autres. C'est la division internationale du travail. Oui, vit au-dessus de ses moyens et se permet ça en ayant un système de domination dont les règles sont pensées pour lui profiter de manière disproportionnée, et assoit ça sur un empire surmilitarisé jusqu'à ce qu'il n'en ait plus les moyens, et il décline progressivement. C'est ce qui est arrivé à l'Espagne, c'est ce qui est en train d'arriver aux États-Unis, c'est ce qui est arrivé à l'Angleterre avant, etc. C'est ça les différentes étapes. Et donc, la deuxième mondialisation, ce sont les grands empires coloniaux, essentiellement anglais et français. J'en parle dans le bouquin. Oui, et donc, c'est essentiellement, c'est le 18e surtout. C'est le 18e et massivement le 19e. C'est-à-dire que le 19e, vous avez même, pour se rendre compte, vous avez un sommet diplomatique à l'initiative de Bismarck, de mémoire, dont l'objet est de se partager proprement l'Afrique, quoi. Et c'est pour terminer, c'est pour finir la mondialisation, parce que la première mondialisation, vous avez un système commercial planétaire, mais il ne couvre pas l'intégralité du globe.
voyez ? Il y a un réseau qui fait le tour de la Terre plusieurs fois, mais vous n'avez pas un système qui couvre l'entièreté du globe. La deuxième mondialisation, si, quasiment. Ensuite... Vous vous rappelez d'ailleurs que la Première Guerre mondiale j'allais y venir. Voilà. C'est que, en fait, la Première Guerre mondiale, quand elle intervient, c'est l'aboutissement de la concurrence déchaînée entre les différents empires. Et elle a éclaté en 1914 avec les différents adversaires qu'on connaît, mais à quelques années près, ça aurait pu être différent. Avec l'incident de Fashoda, quelques années avant, on a une confrontation directe entre l'impérialisme anglais et l'impérialisme français, et on passe à ça, d'une guerre qui serait en fait entre la France et le Royaume-Uni. Les systèmes d'alliance bougeaient, pas toutes les 2 semaines, mais quand même, étaient très instables au début du XXe siècle. Et donc, ce qui est intéressant à voir, c'est que la vraie cassure dans l'enchaînement des mondialisations, la vraie cassure, c'est la révolution de 17 en tant que fille de la guerre de 14. C'est-à-dire que l'Empire russe se livre à une guerre dont en réalité il n'a pas les moyens. C'est-à-dire que l'Empire russe s'épuise là-dedans, surpaupérise, affame et épuise sa population, alors masculine au front et l'ensemble de la population derrière le front, au point que ça finit par devenir une révolte, puis une révolution, dans laquelle, les théoriciens et les historiens qui disent que la révolution bolchevique a été un coup d'État pour mettre au pouvoir quelque chose qui était minoritaire, qui était le marxisme-léninisme, ils ont raison. Ils ont raison, c'est un fait. En revanche, ce qui est incontestable aussi, c'est que l'essentiel de ce que le marxisme-léninisme dit vouloir faire et applique tout de suite correspondait à une aspiration majoritaire, c'est-à-dire arrêter la guerre tout de suite, faire un programme de redistribution des terres et redistribuer les richesses de façon qu'on puisse avoir à bouffer. Le pain, la paix, la terre. Bon. Ce qui était le slogan léniniste de l'époque. Bon. Ensuite, le bolchevisme introduit une rupture marxiste-léniniste qui va créer un système faisant sécession de la mondialisation, la deuxième mondialisation dans laquelle on est encore à l'époque. Et donc, ça nous fait rentrer dans une période nouvelle dans laquelle il y a 2 systèmes économiques internationaux qui sont incompatibles, qui sont totalement incompatibles. Et ça va durer pendant jusqu'en 1991. Mais alors, et justement... donc, t'as juste... Oui. Et donc, ce n'est qu'en 1991 que commence une 3e mondialisation qui est en fait l'extension à toute la planète de la semi-mondialisation qui a existé dans le bloc de l'Ouest sous l'égide déclinante de l'Angleterre, puis l'égide essentiellement américaine. Et d'ailleurs, vous remarquerez, c'est très intéressant de voir, et je l'explique dans le livre, c'est très intéressant de voir comment les États-Unis, de manière méthodique, ont eux-mêmes créé un certain nombre d'organisations internationales appliquant méthodiquement un projet semi-planétaire, c'est la guerre froide, le bloc de l'Ouest, puis planétaire, de mise en place d'un système économique mondial au service des intérêts de la puissance hégémonique, c'est-à-dire la puissance américaine. Ce qui est compréhensible. Si la France était la première puissance mondiale, j'ai aucun doute sur le fait qu'elle mettrait en place un système hégémonique, un système économique correspondant à son propre intérêt. Elles font tout ça. Et si on a demain une autre mondialisation, moi je pense plutôt qu'on va vers une 2e guerre froide, États-Unis-Chine. Mais si un jour on a une 3e mondialisation avec une autre puissance économique dominante, j'ai aucun doute sur le fait qu'elle taillera les règles et les théories économiques dans le sens de son propre intérêt. En fait, je ne dis pas que c'est bien, c'est pas le sujet, mais en tout cas c'est normal, historiquement normal. Mais alors justement, sans dédouaner du tout la mondialisation, mais au moment de ce partage du monde, donc entre la révolution russe et la chute de l'Union soviétique, c'est un bon moyen de comparer les 2 systèmes. Or, le monde communiste a aussi été terriblement meurtrier. Tout à fait. Alors, comment on établit une balance entre les deux ? Vous auriez pu écrire également un livre noir du communisme. Ça a déjà été fait. Je sais, mais est-ce que vous auriez pu l'écrire vous-même ? Oui, moi, j'ai aucun problème avec ça. Je fais absolument pas partie des... En fait, si vous voulez,
il y a un raisonnement malsain qui consisterait à dire que si on est pour tel système, on est nécessairement... Enfin, pardon, si on est contre tel système, on est nécessairement pour tel autre. Et que donc, ça, c'est une discussion en circuit fermé. Ça donne en gros la mondialisation contemporaine, c'est-à-dire le capitalisme mondial, tel qu'il a été construit par la puissance hégémonique, les États-Unis, est un système qui a des conséquences épouvantables en termes de millions de morts. Et donc, manifestement, il faut mettre en place autre chose. Ah, vous voulez le retour du communisme et vous adorez les goulags. Non, j'ai pas dit ça. Ah bon, mais vous proposez quoi? Il n'y a pas d'alternative puisque... Oui, c'est la fameuse critique. Il n'y a pas il n'y a pas d'alternative puisque quand les marxistes-léninistes ont essayé autre chose, ça a planté. Bon. Alors, je suis content qu'on soulève ce point parce que y a plein de choses à dire là-dessus. D'abord, quand on dit qu'il n'y a pas d'alternative, aujourd'hui, au pouvoir, c'est vrai. C'est vrai. Il n'y a pas de pays dans lequel un autre système est appliqué, aujourd'hui, sur Terre. Sauf des systèmes totalement indéfendables, genre la Corée du Nord. Oui, ou la Birmanie d'avant l'ouverture en 2009. Non, même, parce que la Birmanie d'avant l'ouverture de 2009 n'est pas c'est un système capitaliste. Oui, mais pas mondialisé. Il était totalement hermétique. Non, c'est pas hermétique. Non, je suis pas d'accord avec vous. Je dirais pas que c'est hermétique. Je dirais que c'est un système il y a connexion à la mondialisation sur un certain nombre de ressources qui intéressent le marché mondial. Oui. Après, sur le fait qu'ils aient fermé l'essentiel, ça je veux bien. Très, mais je dis juste que on n'est pas dans un système, on n'est pas dans un autre système économique. Ça, c'est pas vrai. Et donc, on n'a pas aujourd'hui une alternative au pouvoir quelque part, où que ce soit. On a eu quelque chose qui s'en approchait dans un certain nombre de pays d'Amérique du Sud, avec en gros le chavisme sous ses différentes formes. Parce qu'il y a eu Chavez au Venezuela, il y a eu Correa en Équateur, il y a eu Morales en Bolivie, il y a eu, de manière moins poussée, il y a eu Lula au Brésil, etc., etc. Quasiment toute l'Amérique du Sud a connu cette phase-là. Et ça n'a pas toujours été couronné de succès avec... Ah bah si, c'est juste que c'est normal à un moment donné, si vous restez dans un système démocratique, c'est normal qu'à un moment donné, vous perdiez les élections. Enfin, c'est normal, ça fait partie du jeu démocratique, dans certains cas. Dans d'autres, je pense au Brésil. Non, attendez, non, mauvais exemple. En fait, maintenant que j'y pense, en discutant, en fait, si vous regardez bien, la façon dont ça s'est terminé, vous avez eu souvent des façons de les chasser du pouvoir ou d'essayer de les chasser du pouvoir qui sont plus de l'ordre de manip de type guerre froide, en fait. C'est-à-dire que Lula s'est retrouvé c'est la superpuissance américaine qui a chassé ces... Non, mais... Alors, au Venezuela, c'est très clair. C'est-à-dire qu'au Venezuela... vous avez, alors en France, on a l'habitude d'avoir des discours mutuellement sectaires et totalement hystériques sur des sujets de politique étrangère, enfin sur des sujets qui se passent à l'étranger et où il y a une espèce d'hystérie collective et il est plus possible de discuter sérieusement. Et donc, vous avez ceux qui vous expliquent que le Venezuela, ce qui se passe, c'est super et en face, il y a un complot américain. Et puis il y a ceux qui vous disent heureusement qu'il y a des défenseurs de la liberté et de la démocratie face au chavisme devenu dictatorial. Bon. Moi, je défends une analyse qui est différente, qui est de dire que le chavisme sans Chavez est en train de pourrir en tant que système. C'est une espèce de marteau sans tête. Ils n'ont pas réussi à diversifier leur système économique au-delà de la rente pétrolière. Et donc, ils ont réussi à orienter la rente pétrolière vers beaucoup plus de justice sociale. Ça, c'est pas contestable. C'est le bilan de Chavez. Qui est vraiment remarquable. Il y a certaines maladies qui ont été éradiquées grâce au chavisme. Leur système est plus démocratique que ce qu'il y avait avant. Oui, comme à Cuba avec l'éducation non, c'est avec une grosse différence, c'est que Chavez n'a pas mis en place une dictature. Contrairement à ce que je lis beaucoup, c'est, pour paraphraser De Gaulle, Chavez a mis en place dans la constitution bolivarienne, il a mis en place le référendum révocatoire. Il s'en est pris un ou deux, je crois. Il s'en est pris au moins un, ça j'en suis sûr, et il a gagné 52-48. Bon, bah, est-ce qu'on imagine un dictateur en ballottage? Vous voyez? Et donc, ceci pour dire, la période Chavez, vous avez une constitution qui est beaucoup plus démocratique qu'avant. Vous avez une répartition des richesses, et en particulier de la rente pétrolière, qui est beaucoup plus juste qu'avant. Enfin, beaucoup plus juste, beaucoup plus équitable, et qui va dans le sens de beaucoup plus de progrès social.
Sauf que derrière, une fois que leur leader charismatique, Chavez, meurt, c'est son numéro 2 qui prend la suite. À mon avis, sans direction claire sur où aller, à part continuer comme le patron faisait quand il était là, ce qui n'est pas vraiment un cap clair, vous voyez, ou en tout cas solide, parce qu'il n'y a pas de renouvellement de la direction en fonction des circonstances nouvelles. Et puis, l'instabilité des cours du pétrole fait que le modèle sur une rente de distribution sociale sur une rente pétrolière, c'est-à-dire en gros le contraire de ce que fait l'Arabie saoudite, soit dit en passant, ça se casse la figure et donc vous avez simultanément une crise politique de succession, une crise sociale par tarissement de la rente, et les États-Unis derrière, qui subventionnent, c'est des informations publiques, ce que je vous donne, hein, qui subventionnent, notamment via USAID, un certain nombre de forces politiques qui veulent en gros changer de régime. Et donc, face à cette situation-là, la version Maduro a pratiqué un durcissement qui est du type de celui d'un État policier. On peut se raconter des histoires, mais en vrai, c'est ça. Et donc, vous avez d'un côté un système qui a apporté un vrai progrès sous Chavez, mais qui devient un système pourrissant, avec un durcissement dans le sens d'un État policier, et en face, des putschistes. Et donc, je pense qu'une analyse intellectuelle rigoureuse et une analyse politique rigoureuse de la situation a le droit, et doit en fait, souligner que vous avez ces deux problèmes-là simultanément. C'est pas les gentils contre les méchants, c'est pas vrai. Vous voyez ? Non. Alors après, on a pas mal dérivé par rapport à... Là, on a fait une digression sur le Venezuela, c'est pas grave. Alors mais... justement, on reste une seconde là-dessus. Mais après, je voudrais qu'on revienne, si vous voulez bien ensuite à « il n'y a pas d'alternative ». On va recommencer, effectivement, c'est un point essentiel. Mais justement, mais le Venezuela est le dernier exemple, à mon avis, avec la Bolivie de Morales et avec l'Équateur de Correa, et dans une moindre mesure, il est allé moins loin, le Brésil de Lula. Ce sont les dernières expériences récentes, à part des expériences sur des pays plus secondaires, pardon de le dire comme ça, je ne veux pas être... mais plus secondaires et d'emploi économique. Est-ce que ça ne vous interpelle ce sont les dernières tentatives. Mais est-ce que ça ne vous interpelle pas que systématiquement, les gens qui viennent de systèmes non intégrés à la mondialisation émigrent vers les pays intégrés? C'est-à-dire ce sont les Allemands de l'Est qui ont été à l'Ouest et pas les Allemands de l'Ouest qui ont fui à l'Est. Le Venezuela aujourd'hui, c'est une terre d'émigration. Les gens partent pour aller s'installer en Colombie, par exemple, qui est intégrée au système mondialisé. Ou les Brésiliens, par exemple, de Lula, qui venaient en Guyane, la France étant un système également intégré à la mondialisation. Est-ce que ce n'est pas une manière aussi d'observer tout de même que malgré tous les défauts de l'immigration brésilienne sous Lula, elle est totalement marginale. Quantitativement, à l'échelle de la population brésilienne, c'est rien. Mais par exemple, sur la guerre froide... Attendez, pendant ce temps-là, le Brésil de Lula, c'est la période pendant laquelle vous avez la pauvreté en conditions de vie qui s'écroule, parce qu'il met en place notamment la Bolsa Familia. C'est une sorte de revenu de base à la brésilienne. Enfin, pas exactement, mais en gros, c'est ça. C'est quelqu'un qui met en place... Il a appliqué méthodiquement le contraire des recommandations d'une autre organisation construite par les États-Unis pour mettre en place leur vision de la mondialisation, c'est-à-dire le FMI. Et donc le FMI, il a un programme politique. Je cite d'ailleurs les différents points précis qu'on a déjà un peu évoqués. Oui, mais voilà. Clairement, effectivement. Et je cite des documents pour montrer, voilà, ça, on ne sort pas ça d'un chapeau, ou c'est pas, voilà, c'est des documents publics. Il faut juste trier l'information et la rendre claire et lisible. Et donc le FMI dit, voilà, il faut faire ci, il faut faire ça. C'est des politiques qu'on connaît bien, hein, qu'on connaît parce que, en gros, ce qui s'est passé en Grèce, c'est à peu près ça. La recommandation type du FMI quand il y a un pays en difficulté économique. Et Lula arrive au pouvoir et dit écoutez, je vais faire le contraire, mais vraiment le contraire. C'est-à-dire que je vais faire plus de redistribution des richesses par les impôts, alors que le programme du FMI, c'est vous devez baisser les impôts au maximum, compétitivité, libération des énergies, etc. Vous devez baisser au maximum les barrières tarifaires. Non, je ne vais pas faire ça, je vais plutôt faire du protectionnisme. Ah bon ? Et puis vous devez mettre moins de réglementation. Non, je ne vais pas faire ça, je vais en mettre plus. Et en fait, c'est intéressant, c'est le contre-pied total. Et puis alors, vous allez mettre ça en place rapidement. Non, je vais faire le contraire rapidement. Et non seulement le Brésil de Lula a réussi à rembourser le prêt qui avait été contracté auprès du FMI, mais en plus, il l'a remboursé avec plusieurs années d'avance. Et donc, le Brésil de Lula, c'est un gros succès. L'Équateur de Correa, gros succès aussi. Le Venezuela de Chavez, selon les critères d'organisations internationales, c'est pas moi qui le dis, hein, selon les critères de l'UNESCO en particulier, en termes de progrès de l'alphabétisation, en termes de progrès du niveau éducatif, en termes de progrès sanitaire,
en termes de politique de santé, en termes de réduction de la pauvreté, le bilan de Chavez, il est excellent. La faute, à mon avis, la faute faite sous Chavez, c'est de ne pas avoir réussi, mais je ne dis pas que c'est facile, hein, mais de ne pas avoir réussi à diversifier l'économie de rente pétrolière pour pouvoir être moins dépendant des fluctuations du cours du pétrole. Et donc, la tragédie du Venezuela chaviste, pour répondre à votre remarque sur l'exil massif de Vénézuéliens à l'heure actuelle, qui n'est pas contestable, hein, effectivement. Et la Colombie étant pas un pays particulièrement sympa à vivre, pour être franc, le fait que des Vénézuéliens préfèrent se barrer en masse en Colombie en dit long sur l'état de la situation au Venezuela. Mais il se trouve que le Venezuela s'est pris dans la figure simultanément la mort de Chavez, qui était la locomotive en tant que leader charismatique de tout ça. C'est un fait. Aristote disait déjà qu'il était pour un système politique qui mélange avec un chef, et donc ça c'est la composante monarchique, contrôlé par un organe collégial. Et ça, c'est la composante aristocratique. Et en même temps, il faut que le peuple ait son mot à dire, et ça, c'est la composante démocratique. Donc, il disait tout ça et il dit attention, par contre, quand il y a un leader charismatique extraordinaire, et lui pensait à Périclès, quand il y a un leader charismatique extraordinaire, vous allez le repérer tout de suite. Franchement, vous emmerdez pas, il faut juste le suivre. Il me semble que dans le cas de Chavez, on est dans ce cas-là. C'est-à-dire que je ne vous dis pas qu'il faut être chaviste dans tous les cas de figure. Je vous dis qu'au Venezuela, dans ces années-là, quand c'est Chavez, ça me paraît évident qu'il faut être chaviste. Vous voyez ? Est-ce que je serais chaviste en France ? Ben non. Déjà parce que le programme social de Chavez va moins loin que notre sécu. Donc, il faut comparer ce qui est comparable. Vous voyez ? Et donc, la situation de Maduro, c'est qu'on est passé d'un leader charismatique et d'un homme extraordinaire à un leader ordinaire qui, à mon avis, n'est pas taillé pour ces circonstances-là. Il fait de son mieux, mais il n'est pas bon. On est passé aussi à un système où la rente pétrolière s'étant écroulée et le mec ne sachant pas trop où aller, le système vénézuélien va dans le mur. Mais, comment dire, ça n'invalide pas la possibilité d'une alternative. Je reviens donc à... si vous êtes d'accord, on revient à la question. Il y a une alternative. Il y en a eu récemment. Et comme je vous le disais à l'instant, en Amérique du Sud, il y a des résultats tangibles qui montrent que ces modèles-là, qui ne sont pas du tout des modèles marxistes-léninistes, ce sont les modèles dits du socialisme démocratique, en fait. Ça a plutôt donné des bons résultats. Et ceux qui vous disent « Oui, mais Chavez, ça n'a pas marché », en fait, ils vous parlent de Maduro. Et je ne vais pas y revenir, mais ce n'est pas la même époque. Par ailleurs, dire « il n'y a pas d'alternative », c'est débile en soi, parce que je ne sais pas exactement combien de temps il reste à l'humanité. Mais mettons qu'il nous reste plusieurs siècles, voire plusieurs millénaires, voire plusieurs millions d'années. Est-ce qu'on est sérieusement en train de dire que le système dans lequel on est actuellement, c'est le système définitif dans lequel l'humanité va rester jusqu'à ce qu'elle n'existe plus ? C'est débile. C'est un peu l'idéologie progressiste. Non, mais c'est de se dire que l'histoire ne... Mais c'est débile. Je veux dire, c'est Fukuyama. C'est raisonnablement évident qu'on connaîtra d'autres systèmes dans le futur de l'humanité. On ne sait pas nécessairement à quoi ça ressemble, mais on en est à peu près sûr. Bon, il n'y a pas de raison particulière qu'un système qui en plus est récent, il a quoi ? Le système actuel, il a 30 ans, à peu près. Oui, c'est ça. Grosso modo, une trentaine d'années. Il n'y a aucune raison qu'on reste là-dedans de manière durable. Enfin, de manière éternelle, je veux dire. C'est l'idée que ce soit un système éternel est évidemment débile. Bon. Par ailleurs, d'un strict point de vue logique, ce n'est pas parce qu'il n'y a pas d'alternative maintenant qu'il est impossible qu'il y en ait demain. Vous imaginez, à la prise de la Bastille, les gars, regardez tout autour de vous, ce que vous voulez, ça n'existe nulle part ailleurs. Ah ouais, bon, les gars, on remballe. Ben voilà, et donc pas de Révolution française, parce que vous comprenez, il n'y a pas d'alternative. Et donc, pas de Révolution française, pas d'expansion des valeurs et du Code civil de la France révolutionnaire à toute l'Europe, etc. etc. Ça tient évidemment pas debout. Par ailleurs, il y a un certain nombre de théoriciens qui produisent aujourd'hui des nouveaux systèmes, et il y en a pas un ou deux, et d'ailleurs, il y en a un certain nombre qui sont français. Et c'est intéressant de les lire pour voir ce qu'ils imaginent. Donc, vous avez les collapsologues qui vous proposent des sociétés de retour à la Terre et de low-tech. C'est une première piste possible. Je ne vous dis pas que je suis pour ou contre, je vous dis qu'elle existe.
Vous avez des projets de transition, de transformation écologique du système économique, qui est plus une écologie d'ingénieur, pour le coup. Et ça, en fait, quand vous regardez le programme attentivement, c'est nécessairement protectionniste parce qu'ils vous disent, entre autres, qu'il faut une taxe carbone sur les importations. Et ça, c'est du protectionnisme. Et donc, vous avez un système keynésien vert, j'allais dire. Des grands travaux écologiques, des petits travaux écologiques et du protectionnisme vert aux frontières. Ça aussi, c'est un autre système possible. Et il commence à exister dans certains pays. Vous avez aussi tout un pan de réflexion actuelle qui est pour du communalisme anarchiste. Murray Bookchin, par exemple. Le Rojava. C'est des choses comme ça, ça existe. Ça existe et c'est tenté ou expérimenté ou envisagé dans un certain nombre d'endroits. Vous avez aussi... alors, j'appellerais ça du marxisme-friotisme, du nom de Bernard Friot. C'est-à-dire que Bernard Friot vous propose un système communiste autogestionnaire et appelle ça le salaire à vie ou salaire à la qualification. Et bon, ce n'est pas notre sujet ici, mais c'est juste pour dire que c'est tout un système qui est à la fois démocratique, dans le sens de la démocratie directe, autogestionnaire, et collectiviste. Bon, ça aussi, c'est un autre système possible. Et donc, quand on dit qu'il n'y a pas d'alternative, objectivement, c'est faux. Vous voyez ? Donc, pour revenir aux morts de la mondialisation, oui. On va essayer de passer, c'est des sujets tragiques, mais d'être assez rapide. Je pense qu'il y a des morts qu'on ne pourra pas vous décompter. C'est les 600 000 morts de l'économie guerrière américaine. Ouais. Parce qu'effectivement, c'est le fruit de guerres impériales. Si vous voulez en dire un mot, rappelez rapidement les théâtres d'opération et le nombre de victimes. Là, on parle donc de la guerre d'Irak. Et alors, quand j'ai commencé à travailler dessus, j'avais en tête ce que tous les gens qui ont une analyse critique de la mondialisation américaine ont en tête encore aujourd'hui, presque tous, c'est-à-dire les États-Unis sont allés pour faire main basse sur les ressources pétrolières. Et j'y suis allé, j'ai commencé à faire mes recherches là-dessus avec ce présupposé. Et puis j'ai commencé à accumuler les informations, et j'ai fait cette découverte qui m'a stupéfié. D'une part, oui, incontestablement, il y a toute une machine d'économie guerrière américaine qui s'est mise en branle pour faire ça. Mais d'autre part, quand il s'est agi d'aller sur le terrain de l'Irak sous occupation américaine pour aller exploiter les ressources pétrolières, les multinationales américaines ont dit non, on n'y va pas, votre occupation est tellement mal foutue que c'est trop dangereux, donc nous on n'y va pas. Et résultat, ce sont des multinationales pas américaines essentiellement, qui sont venues exploiter le pétrole irakien à la place de l'économie pétrolière nationalisée irakienne de l'époque de Saddam Hussein. Bien. Et donc, ceci pour dire que ce n'est pas là-dessus. J'en profite pour ajouter, ça va dans le sens d'Emmanuel Todd. D'ailleurs, les États-Unis ont toujours cherché à bousculer, démonter les États-nations qui justement cherchaient à nationaliser leurs richesses et à établir un protectionnisme. Tout à fait. En revanche, c'est une constante. Tout à fait. Après, ils ont des priorités, c'est-à-dire que c'est plus intéressant dans un pays qui a une énorme rente pétrolière, ce qui est d'ailleurs un point commun entre l'Irak et le Venezuela. Hein. Je dis ça, je dis rien. Voilà. Par contre, il laisse faire un gouvernement, dictatorial atroce sur son idéologie, qui est l'Arabie Saoudite. Oui, mais parce que là, vous comprenez, c'est un allié étroit des États-Unis. Donc là, il n'y a pas de problème. C'est quand même... Alors, sauf quand le leader de facto du régime va jusqu'à faire buter dans un pays étranger un journaliste qui lui déplaît. Ou là, peut-être qu'on va se dire que quand même, il pousse le bouchon. Pendant ce temps-là, vous avez d'autres pays qui vont être traités différemment. Voilà, vous voyez, il y a un deux poids, deux mesures évident. Alors, pour passer, pour revenir sur l'économie guerrière, juste, en fait... Ça va au-delà de la théorie déjà connue du complexe militaro-industriel. Ce n'est pas juste un lobby industriel de l'armement qui essaye de pousser à des guerres pour pouvoir faire du chiffre. Ça va plus loin que ça. Ce qu'il y a, c'est que les élites américaines de la direction militaire du pays, Pentagone, des multinationales de l'armement, Lockheed, etc., et de la composante Faucon de l'establishment politique américain, tout ça, c'est les mêmes personnes qui circulent d'un univers à l'autre. Quand vous voyez la carrière d'un Dick Cheney, par exemple, mais ce n'est pas le seul, ou de Carlucci, voilà, c'est des gens comme ça.
vous voyez que ça circule d'un univers à l'autre, et tout ça, ça a une certaine vision des choses, c'est-à-dire qu'il y a une économie guerrière qui est en soi une source d'emploi, d'activité, de contrats, de profit, et qui crée donc une incitation permanente à aller chercher un ennemi auquel, d'une part, on va péter la gueule, d'autre part, on va mettre en coupe réglée son économie, et puis, comme on va casser beaucoup de choses, on aura des contrats de reconstruction. Et d'ailleurs, se dit en passant, l'essentiel du beurre qui a été fait par des multinationales dans le fait d'aller en Irak, c'est pas le pétrole, je l'ai expliqué tout à l'heure. Non, c'est l'explosion à la hausse des commandes d'armement américaines. Donc, vous regardez l'évolution du chiffre d'affaires de Lockheed et d'autres, c'est colossal. Et d'autre part, les contrats de reconstruction, le cas le plus connu étant Halliburton. Mais donc, ceci pour dire, vous avez en réalité une économie guerrière qui inclut donc les multinationales de reconstruction du pays, qui vit du fait de la surestimation permanente de menaces existentielles pour les États-Unis. Et donc, on va aller casser la gueule à des puissances militaires de seconde zone, en réalité. Et ça va faire indirectement une sorte de relance keynésienne par les armes du fonctionnement américain. Et donc, on a envie de dire, OK, à qui le tour ? Les morts de pillage, vous Oui. en comptez 6,5 millions. Qu'est-ce que vous appelez donc Alors, les guerres de pillage de l'économie, ce sont des guerres qui servent à piller, littéralement, des ressources qui ont un intérêt pour telle ou telle composante de la mondialisation en tant que système économique planétaire. Je vous prends un exemple très simple. Il y a certains minerais qui sont d'importance absolument cruciale pour l'industrie du smartphone. Vous avez du tantal, vous avez du cobalt, etc. Bon, vous ne trouvez pas cela partout. Par contre, il y a des pays où vous les trouvez beaucoup. Et il y en a un en particulier qui est le Congo-Kinshasa. Et autant la première guerre du Congo, à l'époque de Mobutu, Kabila, etc., Kabila père, à cette époque-là, on est clairement dans, une fin de régime poussive de la période Mobutu et où Kabila père réussit à renverser ça à son profit. Autant, et donc ça c'est autre chose, autant la deuxième guerre du Congo, ça pour le coup, ce sont différentes factions qui sont en train de vouloir faire main basse sur des ressources minières pour lesquelles il y a une demande extrême de certaines multinationales. Et donc vous avez une sorte de sas entre d'une part les factions, y compris l'armée du Congo-Kinshasa, hein, et donc tel ou tel groupe rebelle, le Rwanda à côté qui envoie des troupes, enfin bon, il y a tout ça. Donc ça, c'est la deuxième guerre du Congo, c'est la guerre du Kivu, etc. Il y a plusieurs autres conflits. Et donc vous avez une sorte de sas, c'est-à-dire qu'ensuite tout ça va être en quelque sorte blanchi en utilisant un certain nombre d'intermédiaires qui, eux, ensuite vont vendre ces choses-là à des multinationales qui vont s'en servir pour fabriquer des smartphones destinés à des multinationales, encore derrière, qui, elles, les ont conçus et vont les vendre. Et donc c'est ça, ce système-là. Sauf que la deuxième guerre du Congo, à elle seule, alors, je précise, je ne sors pas de ça de mon chapeau, hein. Vous avez des rapports de l'ONU qui vous disent, voilà, la deuxième guerre du Congo, c'est pour piller les ressources minières. Et c'est tel et tel minerai. Il se trouve que ça coïncide avec l'industrie du smartphone, etc., etc. Donc, pour bien comprendre, vous n'avez pas compté, par exemple, la terrible guerre du Rwanda. Non, parce que je n'ai pas constaté de démarche de pillage des ressources. Que vous vous n'avez pas rassemblé tous les morts récents. Non, mon critère de départ, c'était est-ce qu'il y a des preuves qu'on est dans un conflit de pillage des ressources et derrière, ça se retrouve en vente comme composant ou comme matière principale au profit de certaines multinationales. Vous avez un autre cas qui est la guerre de Sierra Leone, qui a beaucoup moins de morts, mais c'est quand même particulièrement crade comme conflit. Crade, ouais. Et là, c'est l'industrie mondialisée du diamant. Et vous avez certaines firmes, d'ailleurs, qui se sont retrouvées à être vraiment sur la sellette, sur le fait que, ils se sont retrouvés à aller se servir là-bas. Bon. Vous avez aussi un certain nombre de conflits qui, eux, sont pour des goulets d'étranglement dans le trajet de certains gazoducs, oléoducs, etc. Et donc, c'est intéressant de voir que le conflit du Yémen est largement interprétable comme étant un conflit pour le contrôle d'un point de passage
absolument, d'un point de vue géoéconomique, absolument crucial, de la route maritime du pétrole du Golfe Persique. Vous avez aussi... Conflit d'ailleurs, le Yémen, incroyablement peu médiatisé. Ah, mais ça, c'est la règle du mort-kilomètre. C'est-à-dire que plus c'est loin de chez nous, plus on s'en fout. Et la Syrie, non. Sauf si la France elle-même y s'implique. Ou si justement la superpuissance américaine non, parce a intérêt à... Alors oui, c'est vrai que dès que si la superpuissance américaine s'implique elle-même, ça devient un conflit d'importance avec une attention mondiale dessus immédiatement. Encore que, il y a certains conflits pour lesquels, alors si ça dure longtemps, on finit par s'en foutre. Par exemple, ce qui se passe en Afghanistan, ce qui se passe au Pakistan, etc. Et donc, vous avez donc un certain nombre de conflits. Le plus meurtrier de très loin, c'est la Deuxième Guerre du Congo, mais vous en avez plusieurs autres. Je les liste. Il y a des conflits. C'est tellement... Pour vous dire à quel point tout le monde s'en fout, il y a des conflits. J'ai constaté que quand je cherchais leur nom en tant que conflit, il n'y avait même pas de nom stabilisé pour le conflit. Ou alors, ça ne s'appelait même pas une guerre. La crise du delta du Niger n'est même pas considérée comme une guerre de pillage. Alors que vous regardez l'ambiance, honnêtement, c'est Mad Max. Le 2. Et donc, ou le 3, remarquez. Combien de non, morts, pardon, le 4, pardon. Dans ce conflit, combien de morts Alors, il faudrait le retrouver dans le truc. C'est dans le bouquin, mais c'est plusieurs dizaines de milliers de morts, ce qui, pour un conflit relativement récent en plus. Vous avez aussi les guerres du Soudan, très bon exemple, où le territoire qui fait sécession coïncide avec la partie du Soudan où il y a le pétrole. Quand même, et derrière, cette partie-là, le Soudan du Sud, donc, va ensuite faire l'objet de tensions séparatistes à l'intérieur du truc, et ça recoïncide avec des subdivisions pétrolières dans le territoire en question. Et ça fait un nombre de morts colossal à l'échelle de ce petit pays, et là aussi, tout le monde s'en fout. Enfin, tout le monde s'en fout. En tout cas, c'est sous-médiatisé. Un petit aparté personnel, mais j'ai une amie qui travaillait pour le FAO au Soudan, qui me disait, dès le tout début du conflit, les entreprises américaines avaient commencé à s'occuper de toutes les zones pétrolières. Alors, à l'heure actuelle, les multinationales en pointe dans le pillage des ressources, l'exploitation, on va dire ça comme ça, des ressources du Soudan du Sud, c'est plutôt des entreprises chinoises et de mémoire malaisiennes. Tout à fait. Mais au tout début, là, oui, au tout début, bien sûr. Début du conflit. Oui, à la période où... Il y a aussi une période, d'ailleurs, où les sanctions... Les sanctions internationales d'inspiration américaine envers le Soudan étaient allégées progressivement à mesure que les autorités du Soudan s'ouvraient au fait qu'il y ait une exploitation de leurs ressources pétrolières par des multinationales. Il y a ça aussi, bien sûr. Alors, les morts de faim, et c'est là que ça peut devenir un peu plus difficile de comprendre pourquoi vous les comptabilisez sur le dos de la mondialisation. La mondialisation... 11 millions de personnes. Oui, bien sûr. La mondialisation... On l'évoquait tout à l'heure, c'est le capitalisme planétaire actuel en tant que système de production, de commerce international, de répartition des ressources, de répartition des richesses. Voilà, c'est ce système-là. Et c'est ce système-là qui est en place. Et à un moment donné, il faut être cohérent. On ne peut pas à la fois, à mon avis, on ne peut pas à la fois dire... Regardez, grâce à la mondialisation en tant que système économique planétaire, on peut désormais s'habiller à pas cher, ce qui est incontestable, c'est vrai. C'est vrai. Il y a des vêtements que je porte et que vous portez. On ne pourrait pas les acheter à des tarifs aussi ridicules, par exemple dans un Monoprix, pour ne pas les citer, ou chez H&M ou je ne sais pas quoi. On ne pourrait pas, sans la mondialisation en tant que système planétaire, on ne pourrait pas les acheter à si peu. Sauf que, il faut être cohérent. On ne peut pas d'un côté dire la mondialisation a apporté ce résultat positif en termes de pouvoir d'achat, oui, et en même temps refuser d'admettre que la mondialisation est donc responsable du néo-esclavage dans l'industrie du textile, notamment au Bangladesh, confère l'effondrement du Rana Plaza, qui a mis en lumière cette situation de néo-esclavage, il n'y a pas d'autre mot. On ne peut pas non plus dire c'est formidable, regardez, grâce à la mondialisation nous permet, en tant que système, l'industrie du smartphone. Mais on vous dira que la pauvreté a diminué ces dernières années, certes, il y a encore beaucoup de personnes pauvres, mais que globalement, les chiffres ont évolué dans un sens plutôt favorable.
En fait, ce n'est pas mon sujet dans le bouquin. Le sujet dans mon bouquin, c'est de dire que voilà, la mondialisation en tant que système planétaire, c'est l'une des objections. Elle a fait tant de morts. Si vous me dites, mais elle a fait sortir des gens de la pauvreté, là, je vais vous dire, d'accord, donc c'est acceptable de faire des millions de morts si ça fait baisser la pauvreté des autres? Moi, je ne suis pas d'accord avec ça. C'est-à-dire que, quels que soient les impacts positifs de la mondialisation en tant que système, et je ne conteste pas qu'ils existent, je les cite même dans le bouquin, les aspects positifs de la mondialisation. Notamment ça, hein, l'amélioration du pouvoir d'achat de centaines de millions de gens. Oui, mais ça a pour prix des millions de morts, parce que le surcroît de confort des uns a pour prix l'exploitation et l'asservissement des autres. Et le refus de voir ça, pour moi, c'est du déni d'inhumanité du système. Vous voyez ? Justement, vous parlez d'asservissement, 56 millions de morts, conditions du travail. Donc, je pense que ça, c'est assez clair pour tout le monde, même si là encore, on peut vous rétorquer que les conditions de travail n'étaient pas meilleures avant la mondialisation. Sauf que la responsabilité de la mondialisation là-dedans en tant que système, c'est que à partir du moment où vous avez un marché mondial sans règles de droit mondial, vous encouragez tout pays qui veut tirer son épingle du jeu dans la concurrence mondiale, soit à baisser son droit social protecteur. La France est un très bon exemple. Hein. On n'arrête pas, en vous disant que compétitivité, on n'arrête pas de tirer à la baisse le droit social. Et pendant ce temps-là, il y a d'autres pays qui, eux, partent de très bas en droit social et ne vont pas l'améliorer, ou le moins possible, parce qu'ils veulent être compétitifs en autorisant le néo-esclavage sur leur territoire. Donc le Bangladesh est un exemple. Je le cite souvent parce que c'est vraiment un cas extrême, limite caricatural, tellement il est atroce, mais vous en avez plusieurs autres en réalité. Alors, les 256 millions de morts, c'est colossal, de maladies soignables, vous en avez parlé effectivement au début de notre entretien. 69 millions de morts pour des questions écologiques. Ah oui, alors ça, c'est quelque chose, on n'y pense pas, mais la mondialisation, en fait, il y a une façon de voir, il y a une façon de regarder la mondialisation en tant que processus industriel, qui consiste d'une part à produire massivement des objets qui eux-mêmes génèrent de la pollution atmosphérique, les bagnoles, etc. Donc ça, c'est la responsabilité de la mondialisation en tant que système productiviste et consumériste. Voilà. Et d'autre part, on peut voir aussi la mondialisation en tant que processus mondial de désindustrialisation de certains pays en déménageant ces industries particulièrement polluantes dans d'autres pays. Par exemple, il y a des activités industrielles qui se sont arrêtées dans les îles britanniques, quasiment, ou arrêtées ou quasiment, et qui en revanche ont connu un boom en Inde. Vous voyez ? Et donc, à l'heure où je vous parle, le New Delhi d'aujourd'hui, il est aussi pollué, l'air, je veux dire, il est aussi pollué que le Londres industriel du 19e siècle. Pendant ce temps-là, l'air du Londres désindustrialisé d'aujourd'hui, et où d'ailleurs on ne laisse même plus circuler les bagnoles, soit dit en passant, ou quasiment plus, avec des péages prohibitifs aux entrées, donc bon voilà, c'est un Londres où on respire beaucoup mieux. Et donc ça veut dire qu'il y a une espèce de pacte faustien, clairement, pour les pays pauvres, ou pour les pays qui sont considérés comme émergents, mais qui ont des portions entières de la population et du territoire, qui sont dans l'extrême pauvreté. C'est le cas de l'Inde, hein, par exemple, ou de la Chine, d'ailleurs. C'est le pacte faustien le suivant. Tu vas connaître un essor économique, mais en échange, je vais mettre chez toi mes activités les plus dégueulasses. Je vais mettre chez toi ma pollution atmosphérique la plus massive. Et puis, tu vas garder un droit du travail esclavagiste chez toi. Et ce sera le prix du sang de ta participation à la prospérité, au surcroît commun de prospérité. Et donc, je ne pense pas... Vous savez, tous ces centaines de millions de morts, ce sont des gens qui ont des parents, qui ont pour beaucoup d'entre eux des enfants, qui ont des amis, des gens qui les aimaient, quoi. Et je ne pense pas sérieusement qu'on puisse leur répondre à eux, à tous ces gens-là, aux gens qui ont perdu ces gens. Je ne pense pas sincèrement qu'on puisse leur répondre « Oui, mais vous comprenez, grâce à la mort de votre parent, de votre ami, de votre femme, etc., notre économie est plus compétitive. » Alors malheureusement, nous n'avons plus beaucoup de temps. Thomas Guénolé, vous avez été professeur, vous êtes médiatique.
vous connaissez un petit peu les sphères de pouvoir. Comment est-ce qu'on le bouscule, ce pouvoir? Comment vous aimeriez le bousculer pour justement instaurer un nouveau modèle? Alors, l'expérience que j'en ai en ayant conseillé des personnalités politiques, en ayant travaillé pour des partis politiques et en ayant fait tous les bords sauf l'extrême droite, l'expérience que j'en ai, c'est qu'en réalité, le pouvoir politique, il ne produit pas d'idées, quasiment pas. Il ne produit pas de projets, quasiment pas. Ce qu'il fait, c'est un copier-coller sélectif de la production des intellectuels, des ONG et des grandes assos. Et et puis aussi des organes disciplinaires européens, quoi, en gros. En gros, ça se passe... Et de la Cour des comptes. Bon, voilà. C'est comme ça que ça se passe, en gros. Moralité, si vous voulez changer les choses, il y a l'engagement politique en militant dans un parti, en essayant de grimper dedans, etc. OK. Et puis, il y a une autre forme qui est la bataille des idées. Hein. Gramsci est très à la mode depuis quelques années, mais ceci pour dire qu'il s'agit donc d'être un producteur d'idées et d'analyses qui ensuite vont être reprises notamment par des partis politiques. C'est-à-dire qu'en fait, comme eux-mêmes ne produisent pas, ils ne font que du copier-coller sélectif, ma façon à moi de contribuer à l'évolution des systèmes où nous sommes, c'est de produire des idées. C'est ce que j'ai fait pendant quasiment toute ma vie d'adulte. Mais il faut les deux. Enfin, il faut les trois. Il faut des gens qui produisent des idées. Ça, c'est ma branche, je vais dire. Mais je suis pas tout seul, hein, loin de là. Même si proposer des solutions et non pas uniquement faire des diagnostics, on est très peu nombreux. On est trop peu nombreux. Si j'ai un conseil à donner à ceux qui s'intéressent à la production d'idées, produisez des solutions au lieu de vous contenter de chialer du diagnostic. Deuxièmement, il y a ceux qui font de l'humanitaire, de l'associatif, du caritatif, etc. Alors, c'est du soin nécessaire pour corriger. C'est l'urgentisme politique, en fait. C'est du médecin urgentiste en politique. C'est totalement nécessaire. Je recommande de faire ça, effectivement, en particulier quand on est jeune, vu que c'est super mal payé. Faites-le quand vous êtes jeune. Et allez-y, quoi. Et puis, il y a l'engagement politique. Après, il faut avoir l'estomac bien accroché, c'est-à-dire que ce sont des systèmes... l'univers politicien, en fait, ce sont des systèmes profondément immoraux et malsains dans leur fonctionnement au quotidien. Donc, si vous n'avez pas l'estomac bien accroché par rapport à ça, il vaut mieux pas y aller. Si, en revanche, vous êtes prêt à aller dans cette espèce de House of Cards du pauvre, en termes d'ambiance, c'est-à-dire c'est des courtisans, des intrigants, des vendeurs de cravates, en termes de mentalité. C'est beaucoup ça, et il y a une minorité d'idéalistes qui vont vraiment beaucoup vomir dans leur expérience de ça. Et c'est un peu tout ça. Et donc, si vous êtes prêt à aller dans ce truc-là, et il faut que les gens le sachent, si vous êtes prêt à aller là-dedans, ce qui est un peu la question posée entre Créon et Antigone chez Anouilh d'ailleurs, donc si vous êtes prêt à être plus Créon qu'Antigone, mais il faut le savoir, dans ce cas-là, il y a aussi cet aspect-là. Je préviens juste, c'est celui des trois qui est le plus dégueulasse. Alors, il faut conclure. Donc, si vous aviez un petit mot après donc, ce livre noir qui a des côtés tragiques, est-ce que vous auriez une note d'espérance? Oui, bien sûr. En fait, je pense que maintenant, ce dont on a besoin, c'est d'espoir. En ce moment, je veux dire. Et pour moi, pour retrouver l'espoir, il faut aller non pas du côté des boucs émissaires, non pas du côté des discours où on se jette des anathèmes à la gueule, tu es trop ceci, tu es pas assez cela, ce qui est un peu l'ambiance actuelle. Hein. Non, à mon avis, il faut aller chercher du côté des utopies, c'est-à-dire, au sens strict, des gens qui imaginent d'autres possibles. Et je recommande d'aller dans ces directions-là, une fois qu'on est bien au clair sur le diagnostic, et là, c'est le livre noir de la mondialisation. Mais écoutez, merci Thomas Guénolé, merci pour cet entretien passionnant. On s'est parfois éloigné du sujet. Je recommande vraiment la lecture de votre livre, parce qu'il est très précis, très structuré.
On peut être en désaccord, mais j'aime beaucoup parce que vous parlez des critiques que justement on peut lui formuler et vous les évoquez. Bref, c'est un manuel vraiment plaisant. Merci à tous qui nous écoutez. Merci de votre fidélité. N'hésitez pas à vous abonner et surtout à nous conseiller, à recommander Livre Noir à tous vos amis, à vos familles. C'est très important pour nous. Si vous voulez qu'on continue ce travail qui est, je le rappelle, bénévole, on a besoin de vous. Et puis, n'hésitez pas, pour ceux qui le souhaitent, à contribuer sur Tipeee. En tout cas, je vous souhaite une excellente soirée de dimanche. Et puis, bien entendu, à mercredi prochain. On se retrouve très vite.